Je m'appelle Liam Smith. Je suis un Américain de 27 ans originaire de Miami, en Floride, et je me suis engagé dans l'armée américaine en 1942. Durant mon service, j'ai été témoin du débarquement des Alliés sur les plages de Normandie lors du D-Day, de la manière dont nous avons repoussé les Allemands hors de France, et même de la bataille des Ardennes. À présent, nous avancions toujours plus profondément au cœur de l'Allemagne. Sur le front occidental, au nord, les Alliés avaient percé les défenses du Rhin, et puisque celles du Sud semblaient clairsemées, ce n'était plus qu'une question de temps avant que nous progressions davantage. À travers toutes les épreuves que j'ai endurées, j'ai toujours trouvé du réconfort auprès de mes 4 camarades les plus proches. Jacob Steinberg, un Américain juif originaire d'Indianapolis, Henry Robinson, la figure macho venue de Détroit, Drew Scott, le photographe timide de New York, et Todd Jackson, ingénieur militaire afro-américain de la Nouvelle-Orléans. Parmi eux, j'étais le plus proche de Jacob, toujours prêt à tout affronter. Comme il parle allemand, il nous est précieux pour la traduction des documents ennemis. Todd, lui, est le dernier arrivé dans notre escouade, transféré depuis un autre régiment à cause du harcèlement constant qu'il subissait en raison de sa couleur de peau. Même si certains dans notre régiment murmurent encore à son sujet, pour Todd, ce n'est rien comparé à ce qu'il a vécu auparavant. Puis il y a nos supérieurs. Tout d'abord le commandant Miller, un vétéran de la Première Guerre mondiale. Il est réputé pour ses brillantes tactiques face à l'ennemi, même s'il ne prend jamais les armes pour combattre aux côtés de ses hommes. Personne ne lui en tient rigueur. Après tout, il est trop précieux pour risquer sa vie, surtout qu'il a déjà 60 ans. Ensuite, il y a le lieutenant Joseph Wilson, une figure paternelle pour notre escouade, prêt à risquer sa vie pour ses hommes. Nous lui sommes tous très loyaux. Et enfin, le sergent Ben Allen, une figure froide qui n'hésite pas à réprimander ses soldats pour la moindre erreur. Allen est détesté de tous, au point que le commandant Miller a ordonné à Wilson de surveiller tous ses faits et gestes. Nous étions le 21 avril 1945. Il pleuvait depuis plusieurs jours, transformant les routes de campagne allemandes en bourbiers sans fin. Les arbres bordaient notre route comme des sentinelles antiques, leurs branches tendues au-dessus de nous telles des bras squelettiques. Nous avions traversé village après village, certains abandonnés, d'autres encore occupés par une résistance trop faible pour durer. Il était évident que la guerre touchait à sa fin. Hitler était acculé à Berlin, et la Wehrmacht ainsi que la SS avaient en perdu de leur mordant. Mais même une bête mourante peut encore porter un dernier coup. Nous nous étions réfugiés dans une ferme allemande, juste à la lisière de la forêt noire. La nuit tombait, et une brume basse s'enroulait autour des cimes au loin. Notre escouade profitait d'un repos bien mérité, allongé sur des lits de fortune, ou écrivant des lettres à la lueur vacillante des lanternes. J'étais assis près d'une fenêtre fêlée, aux côtés de Jacob, écoutant le tonnerre lointain. L'air sentait les feuilles mouillées et l'huile brûlée. « Tu crois qu'ils vont se rendre bientôt ?» demandai-je en retirant mon fusil de mon épaule pour le poser contre le mur. Jacob haussa les épaules. « Ils doivent bien finir par le faire. Il leur reste plus que des miettes et des fanatiques. » Il passa une main dans ses cheveux bruns et sortit son briquet. Il ne l'allume pas. Il se contenta de l'ouvrir et de le refermer d'un geste régulier. « Alors qu'est-ce qu'ils foutent encore dans la forêt noire ?» grogna Henry derrière nous. Il nettoyait son arme. « Ces foutus crottes devraient comprendre que c'est fini. » « Peut-être qu'ils cachent quelque chose, » lança Drew depuis son coin, ajustant l'objectif de son appareil photo. C'était le plus discret d'entre nous, toujours en train d'observer, d'enregistrer. « La SS n'a jamais vraiment respecté les règles, pas vrai ?» ajouta-t-il. Todd renifla doucement en manipulant une radio de campagne en panne. « Si c'est le cas, ils sont foutrement doués pour garder ça secret. »« Jackson !» aboya soudainement le sergent Allen. Todd se redressa aussitôt, saluant fermement. « À vos ordres, mon sergent. » Je veux que cette radio fonctionne avant notre départ demain matin. Si tu te plantes encore comme la dernière fois, tu feras des tours dans la boue jusqu'à ce que tes bottes fondent. « Bien compris, mon sergent. » répondit Todd d'un ton grave. Allen le fixa d'un regard dur, puis s'éloigna vers la pièce adjacente.
Le bruit de ses bottes résonnait comme des coups de feu. Il avait un visage aussi fissuré que du béton et un caractère assorti. Ce type est un ulcère ambulant. Marmonna Henry. Ouais, mais il a pas tort pour la radio, dis-je. On pourrait en avoir besoin si quelque chose tourne mal dans ces bois. Le lieutenant Wilson entra peu après, son uniforme encore impeccable malgré le mauvais temps. Sa présence changea aussitôt l'atmosphère, plus douce, plus humaine. « Bonsoir les gars », nous salua-t-il d'un hochement de tête. Le commandant Miller m'a informé d'un objectif possible dans la forêt noire. Vous partirez demain matin. On avance en silence. Pas de feu d'artifice, sauf si c'est nécessaire. On a des infos sur ce qu'on risque de trouver, mon lieutenant? Demanda Jacob en levant les yeux. Wilson secoua lentement la tête. Juste des rumeurs. Le haut commandement pense que ça pourrait être un dépôt d'armes de la dernière chance ou un centre de communication SS. Quoi que ce soit, c'est bien planqué. Planqué. Répéta Henry. Ça n'annonce jamais rien de bon. Wilson esquissa un rare sourire. C'est pour ça que j'envoie les meilleurs gars que j'ai. Me faites pas regretter ce choix, Robinson. Henry sourit. Même pas en rêve, mon lieutenant. Wilson se tourna vers moi. Smith, tu ouvriras la marche. T'as le meilleur sens de l'orientation de toutes les squads. Garde-les sur la bonne voie. Bien reçu, mon lieutenant. Cette nuit-là, aucun de nous ne dormit vraiment. La pluie tambourinait sur le toit, et la forêt dehors semblait une plaie noire béante dans la terre. Quelque chose là-dedans me nouait l'estomac. Mais je n'en dis rien. Nous étions des soldats. Nous avions vu pire. Du moins, c'est ce que nous croyions. 22 avril 1945, 3h15. Nous avons commencé la marche à 3h15. La brume s'accrochait au sol comme un linceul, et la forêt avalait tous les sons. Nous avancions en formation serrée, 25 hommes en tout. J'étais en tête avec Jacob, Henry, Drew et Todd à mes côtés. Nos bottes s'enfonçaient dans la terre détrempée. « C'est beaucoup trop calme. » chuchota Drew. « Tu m'étonnes, » répondit Todd. « Où sont passées les patrouilles ?»« Disparues. » murmura Jacob. « Ou planquées. »« Ou mortes. » ajouta Henry, sinistre. Vers 5h30, nous arrivâmes au pied d'une colline qui surgissait de la terre comme une tumeur, couverte de pins épais et de roches déchiquetées. En contournant la pente, j'aperçus un éclat métallique. « Stop !» murmurai-je. Nous avancions en rampant, fusils levés. Là, incrustée dans la paroi rocheuse, se trouvait une immense porte d'acier. Elle semblait récente et presque intacte. Peinte en son centre, une grande croix gammée noire. « Seigneur Jésus !» souffla Drew. Wilson s'avança, sa radio grésillant. « Commandant Miller, ici le lieutenant Wilson. Nous avons trouvé une porte en acier incrustée dans la crête ouest. Elle est marquée d'une croix gammée. Demande de permission pour entrer. » Il y eut un silence, puis la voix du commandant retentit, rugueuse comme du gravier. « Allez-y, Wilson, mais soyez prudent. Dieu seul sait ce que ces salauds ont construit là-dedans. » Nous avons ouvert la porte à coups de pied de biche et de force brute. Elle a glissé avec un gémissement qui s'est répercuté dans le vide au-delà. Un couloir plongé dans une obscurité totale s'étendait devant nous. Nos lampes torches transperçaient les ténèbres, révélant des murs d'acier lisse, industriels. « Restez tous en alerte », ordonna Wilson d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Nous nous sommes engagés lentement à l'intérieur, nos bottes résonnant sur le béton tandis que nous balayions le couloir obscur avec nos faisceaux lumineux. « On dirait qu'on entre dans une putain de tombe », grommela Henry, son fusil levé, le doigt proche de la détente. « Tu l'as dit, » répondis-je à voix basse. « Pourquoi planquer quelque chose si profondément ?» Drew intervint depuis l'arrière. « On dirait une tombe. »« C'en est une, » ajouta Jacob d'un ton grave, pointant un panneau d'avertissement peint en allemand juste au-dessus de l'entrée. « Zutritt verboten. Eigentum der SS Okkultabteilung. » Ça veut dire quoi ce truc? Demanda Todd. Ça veut dire accès interdit. Propriété de la division occulte de la SS. Répondit Jacob. Nous nous sommes arrêtés net. Wilson se tourna vers Jacob, un sourcil levé.
Vous êtes sérieux, Steinberg? Jacob hocha la tête, sinistre. Très sérieux, mon lieutenant. Nous avons poursuivi notre avancée. Bientôt, nous avons trouvé une salle de générateur, un petit local en béton contenant un vieux générateur diesel rouillé. Jacob, Todd, regardez, dis-je en pointant le générateur. Jacob et Todd ont réussi à le remettre en marche après quelques manipulations. Les ampoules jaunâtres dans le couloir se sont allumées, diffusant une lumière vacillante comme des bougies dans une crypte. Mais au moins, nous n'avions plus besoin de nos lampes. Bon, c'est déjà ça. Zrenia, maugréa Henri. Ça nous fera économiser les piles des lampes. C'est là qu'on a remarqué à quel point l'endroit était vide. Beaucoup trop vide. Aucun corps. Aucun signe de combat. Pourtant, le matériel de laboratoire, rangé de tables en acier, étagères de fioles, brûleurs chimiques, machines à écrire allemandes, même des mallettes ouvertes remplies de documents, étaient encore là. C'était comme si tous les Allemands présents, scientifiques comme gardes, avaient disparu en pleine journée de travail, comme s'ils avaient fui. Henri tapa sur l'un des placards et jeta un œil à l'intérieur. Pourquoi ils auraient tout laissé comme ça? Les Croats sont pourtant du genre méticuleux. Jacob feuilleta un dossier, plissant les yeux pour lire l'écriture gothique. Ils fabriquaient des agents neurotoxiques. Mais certains de ces trucs, c'est pas de l'armement classique. Il y a des mentions d'armes psychologiques aussi. Hallucinogènes. Des saloperies qui ciblent l'esprit. Ça s'appelle Project Schattenherz. Châtaine, cœur. Demanda Drew en se penchant. Non, cœur de l'ombre, c'est une traduction libre. Ça peut vouloir dire noyau noir ou cœur des ténèbres, selon le contexte. Il est question ici de fusion entre des rituels anciens et la science moderne. Répondit Jacob, J'aime pas du tout ce que j'entends. murmura Todd. Puis nous sommes arrivés dans une grande pièce où un drapeau nazi pendait au mur. Rouge, immense, avec la croix gammée noire cousue en son centre, tel l'œil d'un dieu qui ne cligne jamais. Jacob s'avança, la mâchoire serrée. Il sortit de sa poche le briquet qu'il utilisait toujours pour ses cigarettes. Il l'alluma et plaça la flamme contre le coin inférieur du drapeau. Le tissu prit feu rapidement, se recroquevillant et noircissant comme de la peau desséchée. La cendre tomba au sol et la croix gammée s'effondra sur elle-même. C'est à ce moment-là que nous l'avons vu. Le drapeau masquait une autre porte d'acier. Celle-ci était plus épaisse, plus ancienne, sans charnière, sans poignée. Juste un grand sceau circulaire gravé en son centre, semblable à un glyphe antique. Je n'oublierai jamais ce symbole. Mon Dieu, murmura Jacob pour lui-même. Un grand cercle noir au centre, entouré de 3 cercles concentriques et de 12 lignes angulaires formant une roue rayonnante. Des runes SS encadraient les côtés, et au-dessus figurait l'insigne de la tête de mort. soleil noir. Dit Jacob, presque dans un souffle. J'en ai entendu parler dans un dossier trouvé dans le château capturé de Wewelsburg, le château d'Heinrich Himmler, où ce même symbole est incrusté dans le sol d'une des pièces. C'est mauvais signe. Henri ricana. Et alors? C'est juste un autre symbole nazi. Non, Répondit Jacob plus fermement. ce n'est pas juste un symbole, c'est un sceau. Un sceau pourquoi? Demandai-je. Jacob ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Nous avons appelé Wilson et Allen. Ils arrivèrent rapidement, leurs bottes frappant le sol. Allen, Dit Wilson. sécurisez le périmètre. Steinberg, qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble à une porte secrète, mon lieutenant. On l'a découverte après que j'ai brûlé le drapeau nazi qui la recouvrait. Comment on l'ouvre? Demanda Wilson. Jacob haussa les épaules. La porte n'avait ni serrure visible, ni trou de clé. Juste ce symbole. Mais Todd inspecta la jointure du mur, tapotant le métal avec un petit outil, l'oreille attentive. Il y a un relais mécanique ici. Si je peux forcer le circuit, je pourrais peut-être la déclencher. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée, Jackson? Demanda Wilson. Todd le fixa. Mon lieutenant, rien ici n'est une bonne idée. Il se mit au travail. Des étincelles jaillirent de sa boîte à outils
tandis qu'il connectait des câbles, court-circuitait des contacts et tordait des nœuds. La porte émit un sinistre clac, comme un tombeau que l'on ouvre. Et lentement, elle commença à coulisser. Derrière elle, il n'y avait rien d'autre que les ténèbres. Un long escalier descendait dans un vide obscur, les marches de béton humide de condensation, ou autre chose. Finalement, nous atteignîmes le bas de l'escalier. Un long couloir noir s'étendait devant nous. « Seigneur, » murmura Drew en levant son appareil. Il prit une photo. Le flash révéla brièvement une inscription peinte sur le mur intérieur. Labo ist nur für autorisierte SS-Wissenschaftlern. Nur das Blut kann uns retten. qu'est-ce que ça dit, Jacob? Demanda Drew. Ça dit Labo S, réservé aux scientifiques SS autorisés. Et seul le sang peut nous sauver, Répondit Jacob. Un frisson glacé me parcourut l'échine quand Jacob prononça ces mots. Finalement, Wilson donna l'ordre. On avance prudemment. Steinberg, Scott, Smith, Robinson, Jackson, Alan, vous venez avec moi. Le reste de l'escouade nous suit et se répartit dans les couloirs adjacents. En pénétrant dans cette descente infernale, j'eus l'impression que les ténèbres se refermaient sur nous comme un cercueil. L'air devint plus épais, plus humide, chargé d'une odeur de rouille, de pourriture et de quelque chose de bien plus fétide encore. Même Alan, pourtant un salaud inébranlable, hésita. « Vous ressentez ça ?» chuchota Todd. « Ouais, » répondis-je alors que la sueur perla à mon cou. On dirait qu'on n'est pas seul. Nous atteignîmes le bas au bout de 5 minutes. Une grande antichambre nous accueillit. Les murs étaient recouverts de peintures à l'huile grossière de runes, de traces rouge sang et de statues, certaines à forme humaine, d'autres, moins. Nous braquâmes nos lampes sur une carte fixée au mur. C'était le plan de l'installation. Jacob laissa échapper un souffle sec. « Mon Dieu, Accouche, Steinberg. Aboya Alan à voix basse. c'est un labyrinthe. Il s'étend, mon Dieu, sur des kilomètres sous terre. Pourquoi diable ils auraient construit un truc aussi immense? Demanda Henry, la voix basse. Il ne se cachait pas seulement des bombes, marmonnai-je. Il cachait autre chose ici. Finalement, Wilson ordonna à l'escouade de se répartir pour explorer les lieux, tout en restant sur leur garde. Le sergent Alan, Jacob, Drew, Henry, Todd et moi avons pris le couloir de droite. Le faisceau de ma lampe découpait la pénombre en tranches minces, révélant des murs de béton froid couverts de condensation. L'endroit empestait la moisissure, la rouille et quelque chose d'autre. Un relent métallique et organique qui me nouait la gorge. L'air était dense, immobile. Il ne sentait pas juste le renfermer, il semblait mort. Todd marchait devant moi, sa lampe basse, éclairant le sol. Henry était à ma gauche, toujours quelques pas en avance, fusil prêt, son arrogance habituelle disparue. Drew traînait à l'arrière, jetant des regards nerveux à chaque ombre qui dansait sur les murs. Jacob, silencieux comme toujours, gardait sa lampe contre sa poitrine, la lumière tremblante révélant la tension de ses doigts. Le sergent Allen fermait la marche. Il ne disait rien, son visage figé comme un masque de glace, mais même lui était plus alerte qu'à l'accoutumée. Cet endroit l'avait troublé lui aussi. Le couloir était étroit, les murs marquaient des traces d'une construction précipitée, éraflures, entailles d'outils, et même des traces d'ongles par endroits, comme si quelqu'un avait été traîné. Nos bottes résonnaient de faiblement, mais le son semblait aussitôt avalé, dévoré par le silence. Nous avons croisé des salles de stockage et des pièces annexes, toutes vides, abandonnées, remplies de toiles d'araignées et de caisses couvertes de poussière. Certaines avaient été brisées, leur contenu, fioles, seringues, instruments chirurgicaux rouillés, éparpillés sur le sol comme les vestiges d'une fuite précipitée ou de quelque chose de plus violent. Sur un mur, à hauteur d'épaule, une traînée rouge. Ce n'était pas de la peinture. On n'a rien dit. On a juste continué à avancer, chacun sachant qu'il valait mieux ne pas faire de suppositions à voix haute. Après environ 15 minutes de progression silencieuse, nous sommes tombés sur le premier signe de mort. Todd s'arrêta net et leva la main.
Nous fîmes halte aussitôt. Le faisceau de sa lampe resta figé sur une silhouette effondrée dans le couloir, un mélange de tissu noir et de chair grisâtre. Nous nous sommes approchés lentement, armes levées. J'arrivai le premier et me mis à genoux. Ce qui restait au sol avait été un homme, un garde SS. Mais ce qui l'avait tué ne s'était pas contenté de le tuer. Il avait été déchiqueté comme par une bête sauvage. Sa cage thoracique était ouverte, ses côtes brisées saillantes comme des branches mortes, son visage figé dans un hurlement, la mâchoire tordue à un angle surnaturel. Il lui manquait un œil, l'autre me fixait. « Jésus, murmura Henri en se couvrant la bouche. Qu'est-ce qui a pu faire ça? Ce n'est pas une bombe. Dit Todd à voix basse, accroupi à côté de moi. Ce n'est pas des éclats, ni des balles. Des animaux? Demanda Drew, à peine audible. Sous terre, répliquai-je. Non, c'est autre chose. Mais en avançant, on trouva d'autres corps. Plus on progressait, plus les murs étaient sombres. Des traînées de sang séché formaient des lignes verticales. Nous avons trouvé 3 autres gardes SS, chacun dans un état pire que le précédent. L'un avait les bras arrachés net, les tendons encore pendants. Un autre avait la gorge tranchée si profondément que sa tête ne tenait plus que par un fil. Le dernier n'était qu'un torse, coupé net au milieu, avec la colonne vertébrale arrachée et traînant derrière comme une queue grotesque. Le sergent Allen rompit le silence. On continue. Gardez les yeux ouverts. On obéit. Personne ne protesta, même pas Henri. Il n'y avait plus de place pour les égaux. Ceux qui avaient fait ça n'avaient pas tué par nécessité. Ça avait tué volontairement. Plus on avançait, plus j'avais l'impression que les murs nous regardaient. Je commençais à entendre des bruits, des tapotements doux, comme des ongles sur de l'acier. 1 ou 2 fois, j'ai cru voir quelque chose bouger au loin, un éclat furtif juste hors de portée de ma lampe. Mon souffle formait des nuées, alors que l'air était humide et chaud. Je transpirais, mais j'avais froid. C'est Jacob qui dit tout haut ce que nous pensions tous. « Ce n'est pas la guerre, dit-il. C'est autre chose. » Il avait raison. On n'était pas tombé sur un simple labo abandonné ou un bunker nazi de la dernière chance. Non, on était entré droit dans quelque chose qui avait été enterré pour une raison. Caché, non seulement des alliés, mais peut-être même des nazis eux-mêmes. Ce qui s'était passé ici avait mal tourné, et quelque chose me disait que le pire restait à venir. Le couloir se divisait plus loin, débouchant sur une zone large où des portes s'alignaient de chaque côté comme des tombeaux scellés. Des portes épaisses, blindées, pour la plupart hermétiquement closes. Chacune portait un numéro peint au pochoir et le même insigne. Un soleil noir, surmonté d'une rune angulaire que je ne reconnaissais pas. Une fusion grossière de science et de mysticisme. Ça me glaçait le sang. La première porte portait l'inscription « Labo E4 ». Henri essaya la poignée. Elle céda après quelques efforts, s'ouvrant vers l'intérieur dans un souffle humide alors que le joint cédait. Ce que nous avons vu à l'intérieur nous figea. La pièce était blanche à l'origine, mais jaunie par le temps et la décrépitude. La rouille s'infiltrait dans les coins comme une moisissure rampante. Au centre, une table d'opération sous une lampe chirurgicale rouillée. Des chaînes pendaient du plafond, se terminant par des menottes épaisses recouvertes de sang séché. Et sur la table, ce n'était pas vide. Quelque chose de squelettique et vaguement humain y était encore attaché. Pas d'yeux, pas de peau. Une bonne partie du bas du corps manquait, et pourtant, la cage thoracique était anormalement large, comme si quelque chose avait essayé de pousser vers l'extérieur depuis l'intérieur. Des tubes étaient encore insérés dans les restes. Je pouvais presque jurer que ça bougeait, mais quand je clignais des yeux, c'était immobile. Jacob parla. « Ce n'est pas de l'anatomie, » murmura-t-il. « L'anatomie humaine ne ressemble pas à ça. » On ne s'attarda pas. Une pièce, c'était déjà assez d'horreur. Mais il y en avait d'autres. Dans Labo E5, nous trouvâmes un mur couvert de photos épinglées en rangées soignées. Chaque photo montrait une étape différente de ce qui ne pouvait être décrit que comme de la chirurgie rituelle. Hommes, femmes, enfants allongés sur des brancards,
la chair gravée de symboles. Certains avaient le crâne partiellement retiré, exposant leur cerveau encore vivant, à en croire les annotations allemandes. Drew se détourna et vomit violemment. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Même le sergent Allen paraissait plus pâle que d'habitude. Des étagères étaient remplies de bocaux en verre. À l'intérieur, des spécimens difformes et tordus, organes avec trop de cavités, un fœtus à 3 yeux, une tête ratatinée sans bouche, mais avec 2 paupières grises qui tressaillaient encore. Au fond de la pièce, des schémas étaient dessinés à la craie sur un tableau noir. Pas des diagrammes anatomiques, non. Des diagrammes occultes, des cercles, des lignes croisées de runes et de chiffres, des pentagrammes mêlés à des équations mathématiques. Quelque chose qui liait rituel et science. C'est de la théologie et de la thermodynamique réunies, murmura Jacob en les examinant. C'est pas juste de la science nazie, c'est de l'ingénierie occulte. Dans Labo E7, nous avons trouvé une fosse. La pièce était plus grande que les autres, faiblement éclairée par des lampes de secours vacillantes. Au centre, une trappe carrée avait été laissée ouverte, menant à un puits de béton profond. Autour, d'étranges fixations étaient intégrées au sol, conçues pour retenir quelque chose de massif. Sur les murs, des marques brûlées dans le béton lui-même, calcinées et noircies. Des symboles, des mots en latin, des runes, et ce qui ressemblait à de l'écriture énochéenne. Henri se pencha au-dessus de la fosse, éclairant le fond avec sa lampe. « Mon Dieu » murmura-t-il. « Il y a des griffures à l'intérieur, comme si quelque chose avait essayé de remonter. » Je n'avais pas envie de regarder, mais je le fis quand même. Il avait raison. Des marques de griffes, des dizaines. Certaines assez profondes pour fissurer la pierre. Je ne vis pas le fond. Ce n'était pas un simple puits. Ça ressemblait plus à une gorge qu'à un conduit, comme si le bunker avait avalé quelque chose tout entier. Nous avons continué, chambre après chambre. Le labo E9 contenait des étagères, des rangées entières, remplies de volumes reliés à la main dans des couvertures de cuir qui ressemblaient étrangement à de la peau. La plupart étaient écrits en latin, mais certains arborant des symboles incompréhensibles brillaient faiblement lorsqu'on passait la lampe dessus. Sur une table reposait un cadavre disséqué en pleine autopsie, avec des notes détaillées posées à côté. Je les pris. L'écriture était soignée. Les mots décrivaient quelque chose né sans âme, conçu pour accueillir autre chose. Un Gefäß. Qu'est-ce que ça veut dire, un Gefäß, Jacob ? Demandai-je. Un réceptacle, répondit Jacob. Et je crois, un réceptacle humain. Ça n'a aucun sens, murmura Drew derrière moi. Comment ont-ils pu descendre aussi profondément sous terre? C'est plus qu'une guerre. C'est tout un système de croyances. Jacob ne répondit pas. Il examinait les symboles sur les murs, avec une intensité qui ne me disait rien de bon. Nous avons continué. Labo E11, Labo E13, chacun plus grotesque que le précédent. L'un était rempli de bobines audio et de magnétophones. Jacob en lança une brièvement. On y entendait une femme hurler, encore et encore, avec une régularité parfaite. Puis le silence. Puis des chants, profonds, gutturaux, inhumains. Dans un autre, nous trouvâmes des lits et couchettes destinés aux scientifiques. Certains avaient littéralement explosé de l'intérieur. Du sang sur les murs formait une phrase en allemand déchiqueté, « Er lebt noch ». Il vit encore. Personne ne dit un mot. On continua. Plus lentement, plus discrètement. Lorsque nous atteignîmes l'extrémité du couloir, les salles n'étaient de plus numérotées, juste des symboles, gribouillés au charbon, brûlés dans le métal. Il y avait une dernière porte, plus grande que les autres, renforcée, du genre conçu pour enfermer quelque chose ou empêcher quelque chose d'entrer. Jacob s'avança. « C'est ici que les expériences se sont terminées, » dit-il. « Ou qu'elles ont commencé. » Todd le regarda brusquement. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il ne répondit pas. Il posa simplement une main contre la porte, comme s'il cherchait à ressentir ce qu'il y avait derrière. Allen vérifia son arme. On entre.
Aucun de nous n'était prêt pour ce qui nous attendait, mais on l'ouvrit quand même. La porte finale grinça en s'ouvrant. Derrière, ce n'était pas une simple pièce. C'était une salle. Le plafond s'élevait très haut, disparaissant dans l'obscurité. Des passerelles métalliques zigzaguaient au-dessus, et l'air était saturé d'une odeur de cuivre pourri et de fer humide. Les murs pulsaient d'une chaleur qui ne venait ni de la lumière, ni de machines. Elle semblait vivante. Nous sommes entrés prudemment, armes levées. Les lumières ici clignotaient moins. D'une manière ou d'une autre, cette partie du labo S avait encore de l'énergie. Des projecteurs intégrés au plafond illuminaient certains postes, établis, cercles rituels, blocs opératoires, et des cuves en verre contre le mur du fond, remplis de liquide trouble. Au centre se trouvait une immense dalle de pierre, entourée de cercles concentriques gravés dans le sol, des motifs géométriques superposés, à moitié occultes, à moitié mécaniques. Des runes s'y mêlaient à des annotations techniques étranges, symboles accompagnés de valeurs en volts, sigils associés à des fréquences, runes fusionnées à des schémas radio. Et, au cœur de tout ça, sur un piédestal de marbre blanc osseux, reposait un carnet noir en cuir. Jacob y fut attiré immédiatement. Il n'hésita pas, le prit, ouvrit lentement la couverture et commença à lire à voix haute. Sa voix était basse, son front plissé, ses yeux sautant d'une ligne à l'autre. Il est écrit par un certain docteur Magnus Erhard Weiss, SS Obersturmführer, chef occulte scientifique de la division Ahnenerbe, unité Schwarze Krone, couronne noire. C'est à moitié un journal, à moitié un recueil de formules. Nous nous regroupâmes autour de lui, alors qu'il lisait à voix haute ce passage. Nos expériences de transfusion vibratoire ont surpassé les limites de la biologie humaine. Les corps hôtes réagissent mieux lorsqu'ils sont imprégnés de matrices de bronze et de quartz, les runes étant gravées directement dans le système nerveux pour augmenter la résonance avec les basses fréquences. Voilà la clé. L'âme humaine doit être séparée et remplacée par une énergie dirigée, une conscience artificielle guidée par le rituel. La voix de Jacob trembla légèrement en tournant la page. Le sujet 23 a atteint une synchronisation partielle. Il est resté vivant après l'extraction de tous les organes vitaux, sauf le cerveau et la moelle épinière. Lorsqu'il fut placé à l'intérieur du troisième seau, il prononça un mot dans une langue inconnue. Et toutes les lumières de la chambre s'éteignirent instantanément. Ce fut la première fois que nous comprîmes que nous ne faisions pas face à la folie, mais à un contact. Je fixai Jacob, terrifié. Contact avec quoi? Jacob leva les yeux. Son visage était livide. Il ne se nomme pas. Il est venu lorsque le voile fut déchiré par induction magnéto-spirituelle. Le sang comme conducteur, le son comme direction. Il appelle depuis sous la peau du monde. Il a besoin de réceptacles. Le sang amplifie la résonance. Il fit une pause, puis tourna encore quelques pages. Le dernier sujet, Götterträger Heinz, Porte-Dieu 1, fut préparé dès la conception. Né dans l'obscurité, nourri de cendres et de moelle, marqué de 88 runes avant son premier souffle. Nous l'avons enfermé dans la 9e chambre. Il a ouvert les yeux, et nous avons entendu le cœur à travers l'acier. Ce n'était pas des voix, c'était des cris, à l'envers. Personne ne parla. Jacob tourna les dernières pages, ses mains tremblantes. La bête devient agitée. Aucun confinement ne la retient. Elle parle maintenant dans nos rêves, contamine les scientifiques. L'un d'eux a tenté de lui ouvrir la porte. Nous l'avons abattue. Elle a ri dans nos têtes. Elle ne se nourrit pas de chair. Elle ne veut que du sang. Infini. Violent. Plus elle boit, plus elle se souvient. Son nom n'est pas fait pour être prononcé. Mais elle se souvient maintenant. Jacob hésita, tourna la dernière page. Ses yeux s'écarquillèrent. « C'est écrit d'une autre main, » murmura-t-il. L'écriture est irrégulière, comme griffonnée dans la panique. Il lut lentement. Elle est sortie. Nous avons échoué. La couronne noire est brisée. Le sang l'appelle. La bête.
Elle ne peut pas être tuée. Elle se nourrit. Encore et encore. S'il vous plaît, si vous trouvez ceci, pour l'amour de Dieu. Jacob s'arrêta. Il baissa les yeux vers le bas de la page. Sa voix devint un souffle, en traduisant la dernière ligne, écrite en allemand barbouillé, encore humide de sang séché. Lauf! Es ist noch hier. Cours. Elle est encore là. Murmura Jacob. Personne ne respira. Quelque part, loin derrière nous dans le couloir, on entendit un froissement métallique. Puis, un son léger mais indubitable. Des pas humides, pas des chaussures, ni des bottes, nus, lourds, comme si la chose qui les produisait avait plus de 2 jambes. Lumières éteintes. Armes prêtes. Pas un bruit. Murmura Alan d'une voix rauque. Nous éteignîmes nos lampes. Le carnet resta dans la main de Jacob. À cet instant, le seul son que nous percevions, c'était une respiration, ni humaine, ni animale, profonde, épaisse de mucus et de liquide, gargouillante, comme de l'air qui traverse du sang. Elle résonnait dans le couloir, plongée dans l'obscurité derrière nous. Alan leva le poing, signe de silence. Nous nous accroupîmes, lampes éteintes, armes pointées vers l'entrée. Au-dessus de nous, la lampe rouge d'urgence clignotait toutes les quelques secondes, plongeant la pièce dans une pulsation infernale. À chaque flash, les ombres se tordaient. « Thermique », chuchota Henri en ajustant sa lunette sur un œil. Il s'arrêta, puis dit doucement. « Rien. C'est juste froid. » Jacob le regarda. Comment ça peut respirer et être froid? C'est à ce moment-là que la respiration changea. Elle s'approfondit, devint plus lente. Ce n'était plus une respiration normale. C'était de l'imitation. Elle nous avait entendu respirer. Elle essayait de copier. Un bruit de griffes raclant le béton résonna dans la salle. Puis le silence. Nous attendîmes. 1 minute, 2. Puis tout le laboratoire trembla. La porte par laquelle nous étions entrés se referma violemment, toute seule. Alan parle d'une voix basse et rapide à la fois. On ne va pas attendre de se faire massacrer un par un. On nettoie ce labo et on trouve une autre sortie. Tout ce qui bouge et qui n'est pas l'un de nous, on tire. Nous avançâmes. Rapide et silencieux, à travers l'immense salle, contournant des cuves brisées, du matériel rituel renversé, des échafaudages d'acier effondrés. Nous passâmes devant une salle d'observation vitrée. Le verre avait été brisé. De l'intérieur. À l'intérieur, un unique fauteuil opératoire restait boulonné au sol. Des sangles arrachées pendaient des accoudoirs. Du sang couvrait les murs, griffés en longues traînées. Des symboles gravés au sol luisaient faiblement, réagissant à notre présence, juste assez pour suggérer qu'ils étaient encore vivants, ou qu'ils se souvenaient. On dirait une odeur de dents brûlées, grogna Todd en se couvrant le nez. Jacob se tourna vers lui. C'est de l'ozone et du calcium. C'est ce qu'on obtient quand on fusionne les os. C'est ce qu'ils utilisaient pour ancrer l'âme dans l'hôte. Henri le fixa. Tu parles comme si tu commençais à y croire, à toutes ces conneries. Jacob ne répondit pas. Nous continuâmes. Dans un couloir, nous vîmes des panneaux gothiques au pochoir. Versus subject 1 bis 12, sujet d'expérimentation 1 à 12. Schlafräume der Wirtträger, Dortoir des porteurs hôtes. Kammer 9, göttlicher Einschluss. Chambre 9, confinement divin. Nous nous arrêtâmes. Le dernier panneau était arraché, déformé. La peinture semblait avoir été étalée par une main trempée dans les viscères. En dessous, quelqu'un avait gravé en allemand « Ce n'est pas divin, c'est la fin ». Ce complexe semble fermé depuis des années, murmura le sergent Alan pour lui-même. Comment se fait-il qu'il y ait du sang frais sur les murs? Puis, les lumières s'éteignirent complètement. L'obscurité totale nous engloutit. Drew alluma sa lampe. Le faisceau atterrit sur un mur, balaya un bout de couloir et s'arrêta net. Quelque chose avait bougé. Nous vîmes un membre, non, une forme, disparaître derrière un coin, grande, anormale. Elle s'était courbée pour passer sous le plafond. Sa peau semblait humide, pâle, marquée de sigils noirs. Pas d'yeux,
mais un visage. Une longue mâchoire sans lèvres, et quelque chose comme des cornes, ou des branches, fusionnées à son crâne. Est-ce que ces côtes étaient à l'extérieur? Marmonna Henri. Mais nous ne répondîmes pas. Nous courûmes. Elle nous suivit, pas avec le chaos d'un animal. Cette chose nous traquait. Elle voulait qu'on se disperse. Les pages du carnet de Jacob voltigeaient, alors que nous fuyions dans les couloirs obscurs. Derrière nous, on entendait du métal tordre, des portes grincer, et des cris, lointains, étouffés. Nous tournâmes dans un couloir plus étroit, marqué d'un simple chiffre brûlé dans le mur. 9. La chambre de confinement divin. Elle était là, une porte circulaire blindée, épaisse de plusieurs centimètres, arrachée de l'intérieur. Les murs étaient marqués de griffures, mais pas au hasard, gravés avec intention. Des mots, des phrases, en latin, en allemand et dans des symboles inconnus. Au centre de la chambre se trouvait un cercle noir, taché d'une croûte épaisse de sang séché. Des chaînes pendaient du plafond, brisées. Les runes au sol avaient été fissurées, grattées par ce qui avait été piégé à l'intérieur. Nous étions dans une cage. Jacob leva le carnet. C'est ici qu'il est né. C'est ici qu'ils l'ont nourri. Des rituels impliquant le sang de prisonniers politiques, résonance traumatique forcée, répétition de meurtres pour saturer le réceptacle. Chaque mort le rendait plus fort. Il voulait créer une arche vivante pour quelque chose au-delà de la compréhension. Un récipient pour quelque chose d'antérieur au mythe. La voix de Todd était rauque. Il est encore là-dedans? Jacob tourna une page. Non, dit-il. Il ne reste jamais au même endroit. Il se déplace dans le laboratoire, à travers les runes et le sang. Quelque chose chuchota, pas à voix haute. En nous. Drew tomba à genoux, hurlant, se tenant la tête. Ses yeux se révulsèrent. Et dans l'air, une odeur de chair en décomposition. Une chair qui n'avait jamais été enterrée. Nous levâmes nos armes. Une silhouette émergea dans l'ombre, grande, silencieuse, observant. Puis elle bougea. L'instant où elle se mit en mouvement, c'est comme si le monde lui-même frissonnait. Elle était impossible à mesurer, presque jusqu'au plafond, mais elle ne marchait pas. Elle glissait, flottant sur le béton froid, avec un silence glacial. Sa peau semblait tendue sur des os tordus selon des angles improbables, pâle comme de la cire morte, marquée de sigils sombres qui pulsaient faiblement dans l'obscurité. Ce que je pensais être des cornes ressemblait plutôt à des branches noueuses, formant une couronne déformée. Son visage, si l'on peut appeler ça ainsi, était un vide cauchemardesque, un creux avec des orbites vides. Mais je sentais son regard. J'avalais ma salive et visais. Ne tirer que si elle s'approche. Mais Henry ne put attendre. Il tira une rafale avec son Thompson. Les balles traversèrent le flanc de la créature dans un bruit humide et répugnant. Mais elle ne broncha presque pas. Elle se tourna vers lui. Et je jure que je vis un sourire se fendre dans le néant, où aurait dû être une bouche. Un bruit de tissu qu'on déchire, suivi de quelque chose de mouillé et vivant. Drew hurla encore, tenant sa tête comme si la présence de la créature l'envahissait mentalement. « Enlevez-la de moi, elle est dans ma tête !» hurla-t-il, titubant contre le mur. Je le rattrapai avant qu'il ne tombe. « Drew, reprends-toi !» Todd cria. Ce n'est pas que physique, elle est dans nos têtes! Alan hurlait des ordres, essayant de garder l'unité. Mais la créature était implacable. Elle se jeta sur Alan, qui l'évita de justesse. L'air empestait le soufre et la pourriture. Jacob, tremblant mais concentré, murmura. Elle se nourrit de notre peur. Les rituels, les sacrifices de sang étaient faits pour l'éveiller. Mais ils ne l'ont jamais contrôlée. Maintenant, elle chasse. Soudain, l'ombre de la créature s'étendit, engloutissant la lumière vacillante. Dans cette obscurité, je l'entendis parler. Pas avec des mots, mais dans ma tête. Vous serez le sacrifice. Nous avons tous ouvert le feu. Les balles volèrent, mais c'était comme lancer des cailloux contre une tempête. Les membres de la créature se tordaient, se déformaient pour esquiver, se rapprochant de Henry.
Avant que nous puissions réagir, la bête l'attrapa et le brisa en deux dans sa gueule, où ce qu'elle était. En un instant, nous vîmes le corps de Henry se rompre net, ses membres s'écraser au sol, le sang éclaboussant le béton. Puis elle fonça droit sur Todd, mais au dernier moment, Todd lui enfonça un explosif artisanal dans le flanc et l'activa. L'explosion fit voler la salle en éclats. Des flammes léchèrent les murs, une fumée âcre envahit l'air. La créature poussa un hurlement inhumain, mélange de cris et de râles, comme des ongles sur un tableau mêlés au rugissement d'une bête mourante. Elle chancela, ses blessures fumant et suintant un nichor noir. Mais elle n'était pas morte. C'est alors qu'on entendit des tirs venant d'un couloir latéral. C'était Wilson, tirant dans les orbites vides de la chose. « Wilson !» hurla Alan. « Où est le reste de l'escouade ?» Mort. Cria Wilson. Cette chose les a tous pris. Même mon groupe s'est fait massacrer après que je sois allé inspecter une chambre seule. La créature reprenait ses forces. Elle fixa Wilson. Wilson rechargea et tira en pleine tête, dans le vide où devaient être ses yeux. Foncez. Maintenant. Nous avons obéi. Jacob et moi avons traîné Drew, toujours en train de hurler, tandis que Todd ouvrait la marche. Alan jeta un dernier regard à son supérieur, tandis que la créature se ruait sur Wilson. Puis, un hurlement. La chose l'avait attrapé, dans sa gueule, son néant. « Courez !» hurla Wilson une dernière fois, enfonçant sa dague dans l'orbite droite de la créature. Nous avons fui, et nous avons entendu les cris mêlés de Wilson et de la bête résonner dans les couloirs du labyrinthe. Je ne sais pas combien de temps nous avons couru, avec ces murs gravés de messages, mais nous avons fini par retrouver l'escalier que nous avions descendu. La créature ne nous avait pas suivis. Nous avons atteint la porte d'acier marquée du soleil noir. Le sacrifice de Wilson nous avait sauvés. Enfin, seulement 5 sur toute l'escouade. Quand nous avons quitté l'installation, nous sommes sortis en plein jour. Le soleil brillait à travers la forêt. On entendait même des oiseaux chanter gaiement. Mais cela ne suffisait pas à effacer ce que nous avions vu dans ce labyrinthe souterrain. Plus tard, nous avons tout rapporté au commandant Miller, l'installation supérieure, l'escalier menant à une section plus secrète, les salles que nous avions vues, et surtout, la créature. Le visage de Miller était grave. Mais comme 5 d'entre nous racontaient la même chose, il nous a crus. Jacob lui remit même le carnet qu'il avait pris dans la grande salle et en traduisit tout le contenu. Miller demanda si Drew avait pris des photos de la créature, mais Drew était trop traumatisé, hanté par les voix entendues. Il dut être transféré dans un hôpital de campagne pour tenter de se rétablir mentalement. Il ne fallut pas longtemps avant que tout le régiment soit au courant. Ils se moquèrent de nous, affirmant qu'on avait perdu la tête, surtout Drew, qui hurlait dans son sommeil, aux grandes dames des autres blessés. Miller ordonna que l'intérieur du complexe soit détruit. Seul le premier couloir fut dynamité, mais cela suffit à faire s'écrouler une partie de la colline, ensevelissant toute entrée sous les gravats. Quand la guerre en Europe prit fin, nous reçûmes une médaille pour nos actions héroïques. Le 7 septembre 1945, 5 jours après la capitulation du Japon, nous fûmes transférés d'Europe vers les États-Unis par bateau. Tous les soldats fêtèrent la victoire. Mais nous restâmes enfermés dans notre cabine. De retour aux États-Unis, je regagnai ma maison à Miami. Je déménageai ensuite dans le Dakota du Sud pour un emploi dans les affaires. C'est là que je rencontrai Lisa. Nous tombâmes amoureux, nous mariâmes et eûmes 2 enfants, Elias en 1949 et Alice en 1951. Pourtant, parfois, je fais encore des cauchemars de ce qui s'est passé ce 22 avril 1945 dans cette installation maudite. Mais même ces souvenirs ont fini par s'estomper. Nous sommes le 22 avril 1975. Je buvais mon café en lisant le journal. Ce que je lus en page 5 me glaça le sang. Le gouvernement ouest-allemand avait découvert un document signé par Himmler en 1935, stipulant qu'il avait, avec Hitler, décidé de construire une installation souterraine occulte secrète dans la forêt noire. Il déblayait désormais les gravats, mais les ouvriers affirmaient sentir l'odeur du sang, et dans leurs rêves, ils entendirent des voix.